Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. Les douleurs rhumatismales, qu'elles soient dues à l'arthrose, à la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres affections, ont un retentissement sur la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Les traitements médicamenteux existent, mais eux aussi peuvent affecter la qualité de vie et sont parfois insuffisants. Pour ces raisons, de plus en plus de Français se tournent vers les alternatives non médicamenteuses. Alors pour nous en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Julien Lizard, professeur des universités et praticien hospitalier en thérapeutique au CHU de Nantes. Donc le professeur Lizard est rhumatologue et médecin de la douleur et chef de service de la douleur, des soins palliatifs et de support éthique et clinique et également de médecine intégrative. Alors bonjour professeur Lizard. Bonjour. Alors, on connaît tous le terme d'arthrose, mais finalement, qu'est-ce que ça recouvre comme réalité ? Qu'est-ce que l'arthrose ? Alors Marc, comme vous le dites très justement, la douleur chronique de l'appareil locomoteur touche des millions de Français, augmente avec l'âge. Et si je devais être très schématique, je dirais qu'il y a d'un côté les maladies qu'on appelle dégénératives, comme l'arthrose, qui augmente avec l'âge. On a tous entendu parler de personnes autour de nous qui ont de l'arthrose du genou, de l'arthrose de hanche ou de l'arthrose lombaire. Et donc plus on avance en âge, plus on a de chances d'avoir une dégénérescence, essentiellement du cartilage, c'est-à-dire que le cartilage s'abîme. Et comme le cartilage est un tissu qui est chargé de faire un rôle d'amortisseur entre les pièces osseuses, ça crée des douleurs. Et ces douleurs, notamment au début, sont plutôt mécaniques, c'est-à-dire qu'elles surviennent lors des efforts. Quelqu'un qui a une arthrose du genou va avoir mal lorsqu'il marche longtemps, lorsqu'il marche en terrain accidenté, alors que quand il se repose, il a moins mal ou pas mal. D'un autre côté, vous avez parlé aussi des maladies inflammatoires. Alors là, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est un terrain d'atteinte très souvent familiale, comme vous le disiez tout à l'heure. Ça peut survenir beaucoup plus jeune. La maladie la mieux connue inflammatoire des articulations, c'est la polyarthrite rhumatoïde qui survient régulièrement autour de 40-50 ans, mais ça peut apparaître plus jeune ou plus vieux. Et là, c'est un type de douleur qui est quand même assez différent puisque ça peut survenir en dehors de tout mouvement. Les gens peuvent avoir mal même en deuxième partie de nuit alors qu'ils sont allongés. Et c'est une maladie qui peut être invalidante, qui ne l'est pas toujours. Il y a des formes qui sont peu invalidantes. Et du coup, évidemment, il y a une partie qui est très importante. Le premier élément, avant même de parler de traitement, c'est de bien établir un diagnostic précis. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une arthrose ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une arthrite, notamment d'une polyarthrite ou d'une spondylarthropathie ? Et parce que même si un certain nombre de traitements non médicamenteux vont être très voisins, on va en parler tout à l'heure, les traitements médicamenteux et notamment les biothérapies, les traitements, on va dire, de deuxième ou troisième intention dans les maladies inflammatoires vont concerner aujourd'hui, en 2023, essentiellement les maladies inflammatoires. On ne va pas prescrire des biothérapies aujourd'hui dans l'arthrose du genou d'un sujet de 55 ou 60 ans. Un petit rappel, là, la différence entre arthrose et arthrite, notamment au niveau clinique, comment ça se manifeste ? Alors, la différence est quand même assez simple. Dans l'arthrose, on va avoir des douleurs plutôt mécaniques, augmentées par l'activité qui diminue lorsqu'on se repose, alors que dans l'arthrite, il y a des douleurs qui peuvent survenir en dehors de tout effort, et notamment le matin. Les patients vous décrivent ça avec un dérouillage matinal. Ils mettent un certain temps, parfois ça peut être un dérouillage de 5 minutes, pour d'autres ça peut être 2 heures avant de retrouver une certaine mobilité articulaire. Et souvent, ce simple élément qu'on appelle sémiologique, un signe très simple, on va demander par exemple à un patient qui vient nous voir et qui a souvent mal au dos, s'il est jeune et c'est un homme qui a une vingtaine d'années, qui décrit des douleurs qui surviennent en dehors de l'effort, qu'il a mal au dos et qu'il dit qu'il a mal en deuxième partie de nuit, qu'il a ce dérouillage matinal, il faut se poser la question de est-ce que ce jeune homme n'a pas un rhumatisme inflammatoire et pas une lombalgie commune,
comme vous pourriez avoir comme moi, alors que nous n'avons pas de maladie inflammatoire. Parce que les maladies inflammatoires, elles peuvent soit toucher les articulations périphériques, les mains, les poignets, les coudes, soit toucher le rachis, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Dans le premier cas, c'est des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. Dans le second cas, c'est ce qu'on appelle des spondyloarthrites, ces maladies inflammatoires de la colonne vertébrale. D'accord. Alors, sans forcément rentrer dans des données épidémiologiques, est-ce qu'on peut dire qui est-ce que ça touche et puis à peu près quels sont les facteurs de risque de ces différentes maladies rhumatismales ? Alors effectivement, puisque là on s'adresse à, on va dire, une population de gens qui nous écoutent qui ne sont pas des spécialistes, je dirais vraiment l'arthrose, ça nous concerne tous plus ou moins à un moment ou à un autre de notre vie. Plus on avance en âge, plus on a de risque d'avoir de l'arthrose. Et vous voyez par exemple l'arthrose lombaire, à partir de 50-60 ans, il y a presque un tiers à 40% des gens normaux qui présentent des... Il y a des facteurs génétiques qui peuvent prédisposer ? Sûrement. Mais dans l'arthrose, il n'y a pas que des facteurs génétiques. Il y a notamment les séquelles de traumatisme. Par exemple, si on a eu un traumatisme du genou, si on s'est abîmé un ménisque, on va être plus à risque de déclencher plus tard une arthrose du genou. Pour les maladies inflammatoires, il y a vraiment un terrain auto-immun et donc il y a une enquête familiale. Il est clair que si quelqu'un vient nous voir et qu'il a des douleurs périphériques, des mains, des poignets, qu'on se pose la question de savoir s'il y a une maladie inflammatoire, le fait qu'une mère, une tante, une grand-mère ait pu avoir le même type de maladie va être un élément également d'orientation. Il peut y avoir aussi donc des examens complémentaires, des prises de sang, des examens biologiques là, pour... Bien sûr. Alors vous avez raison de souligner ça parce que en dehors des poussées d'arthrose, la biologie va être habituellement normale. Si vous avez une arthrose du genou et que vous faites une prise de sang, les marqueurs, comme on dit dans notre jargon de l'inflammation, vont être négatifs. Il n'y a pas d'augmentation de la vitesse de sédimentation, il n'y a pas d'augmentation de ce qu'on appelle la CRP, qui est un bon marqueur de l'inflammation, alors qu'au contraire, quand vous avez une polyarthrite rhumatoïde en poussée, alors là, vous allez avoir les marqueurs de l'inflammation qui vont augmenter très fortement, particulièrement en poussée, et ces marqueurs, ça va être aussi des marqueurs de l'efficacité du traitement. Souvent, le traitement de ces arthrites, de ces polyarthrites, va agir sur les douleurs et sur l'inflammation clinique, les grosses articulations douloureuses, et biologiques, c'est-à-dire que les marqueurs de l'inflammation vont diminuer, et ça va être un élément de bonne réponse au traitement. D'accord. Alors puisqu'on parle de traitement, alors machinalement, on a tendance à parler des traitements médicamenteux, donc on va peut-être commencer par eux. Quels sont ceux qu'on utilise habituellement, et puis éventuellement leur efficacité, et puis les risques qu'ils peuvent comporter ces traitements. Alors peut-être on va commencer par l'arthrose, là, puisque c'était... Alors aujourd'hui, en 2023, les traitements médicamenteux de l'arthrose sont assez décevants. Il y a des études qui sont en cours pour tester des médicaments plus puissants, avec des risques potentiellement d'effets indésirables plus élevés. Mais grosso modo, dans le traitement de l'arthrose, il y a deux principaux types de médicaments qu'on va utiliser, qui sont d'un côté les antalgiques, et particulièrement le paracétamol, qui n'est pas un médicament qui est sans effet indésirable potentiel, surtout si on le prend à haute dose et pendant très longtemps, mais qui, dans les médicaments disponibles, est celui qui a sans doute le moins d'effets indésirables graves potentiels. Donc on va utiliser beaucoup le paracétamol, et quand les gens sont poussés, par exemple, vous avez un oncle qui a une arthrose du genou, il va avoir mal un peu tout le temps, et parfois il va avoir une poussée douloureuse, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, il va avoir beaucoup plus mal. Et pendant cette poussée douloureuse, on sait que c'est pendant la poussée que le cartilage a tendance à se détruire davantage. Donc on a tout intérêt à traiter de façon active cette poussée, et dans ce cas-là, on va prescrire des anti-inflammatoires, comme vous les connaissez, des médicaments comme le Voltaren, comme le Felden, ou parfois, pour ceux qui ne supportent pas bien, on peut recourir à des corticoïdes pendant des périodes très courtes. C'est vraiment des cures courtes. Dans l'arthrite, c'est différent, puisqu'on va certes utiliser des antalgiques, mais comme l'inflammation est vraiment au cœur
de la problématique, c'est vraiment une maladie inflammatoire, on a tout intérêt à utiliser des anti-inflammatoires. Donc on va utiliser soit des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est ce qu'on a dit, le Voltaren, le Profénil, soit des corticoïdes. Et les corticoïdes, c'est des médicaments qui peuvent être très efficaces, notamment lors des poussées, on peut utiliser des doses plus élevées, mais dont on sait, ça a révolutionné le traitement des rhumatismes inflammatoires, mais dont on sait qu'il ne faut pas les prendre à doses importantes pendant des mois et des années, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes responsables de complications, je ne vais pas détailler, mais qui peuvent être ennuyeuses, d'ostéoporose, d'œdème, de prise de poids, d'éléments comme ça. Donc l'idée, ça fait maintenant un certain temps qu'on sait, c'est que un certain nombre de rhumatismes inflammatoires vont être équilibrés avec des petites doses de corticoïdes. Et puis, il y a un autre champ qui s'est développé depuis une vingtaine d'années, qui sont les biothérapies. C'est des médicaments très coûteux, très puissants, qui peuvent donner des résultats spectaculaires, mais qui ne sont pas dénués d'effets. Donc on va essayer de sélectionner les patients qui en ont vraiment besoin, pour ne pas les prescrire à ceux qui n'en auraient pas vraiment besoin, et ceux qui en ont vraiment besoin parce que les symptômes sont sévères, parce que la dégradation du cartilage est importante, on va tester ces médicaments. Et aujourd'hui, souvent, il faut essayer 1, 2, voire 3 ou plus traitements jusqu'à trouver le bon traitement pour la bonne personne. Et on sait que malgré tout, presque la moitié des personnes qui répondent bien du côté de l'inflammation, c'est-à-dire que les articulations dégonflent et que les marqueurs de l'inflammation dont j'ai parlé tout à l'heure sont meilleurs, il persiste des douleurs séquelaires importantes. C'est-à-dire que ces douleurs ne sont pas que liées à l'inflammation. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails techniques. D'accord. Et on a une idée un petit peu, bien sûr, du mécanisme sur lequel alors je sais pas, est-ce qu'on peut donner des noms, par exemple, de ces nouveaux traitements là, qui sont ces nouveaux traitements qui Alors, oui, je pense que ceux qui sont mieux connus, peut-être dans le public, c'est ce qu'on appelle les anti-TNF-alpha. C'est des médicaments qui vont avoir une action anti-inflammatoire puissante, qui, pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent vraiment changer la vie des patients. Et il faut dire que, vous voyez, quand moi j'étais jeune interne, je voyais encore des gens qui avaient les mains très déformées par la polyarthrite rhumatoïde. On apprenait d'ailleurs les signes, reconnaître les déformations du poignet, des doigts, et maintenant ça a pratiquement disparu. Ces formes-là, en tout cas en France, ont pratiquement disparu parce que grâce à un traitement actif précoce, on peut vraiment limiter de façon très importante la destruction articulaire, les arthrites et la destruction. Par contre, comme je le disais, les douleurs peuvent persister parce qu'elles ne sont pas liées que à l'inflammation, elles sont liées aussi notamment à ce qu'on appelle l'hypersensibilisation neuronale, c'est-à-dire que quand on a mal pendant longtemps, des mois ou des années, les neurones de la douleur deviennent un peu hypersensibles et cette hypersensibilité des neurones de la douleur répond pas ou très mal aux anti-inflammatoires et aux antalgiques. On va se tourner vers d'autres types de traitements médicamenteux et non médicamenteux. Pour les médicamenteux, c'est essentiellement des antidépresseurs. Alors, on a abordé une des précédents podcasts avec un vétérinaire, Thierry Boite, la question de certains anticorps monoclonaux. Est-ce qu'on les utilise aussi? Alors je sais qu'il nous a dit que ça pouvait être très efficace chez les animaux, notamment de compagnie. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui, certains anticorps? Il me disait que non, en raison que certains effets indésirables chez l'homme, on les réservait plutôt à l'animal. Alors je serais tenté de vous dire joker, parce que c'est pas mon domaine de compétences prioritaire, mais je ne crois pas que ce soit... Effectivement, oui, pour l'instant, mais par contre, c'est pas encore possible chez l'homme, mais chez l'animal, ça commence à l'être. Alors, juste par rapport aux anticorps monoclonaux, ce qui est compliqué, on l'a bien vu d'ailleurs avec les anticorps monoclonaux dans le Covid, c'est que c'est assez difficile de bien cibler la cible de ces anticorps et que c'est un traitement qui par ailleurs très souvent est coûteux et pas forcément très bien toléré. Alors
les risques, on les a un petit peu abordés de ces traitements médicamenteux, là, mais peut-être que c'est intéressant de les rappeler, notamment au niveau pour les anti-inflammatoires. Absolument, parce que les anti-inflammatoires, c'est la classe de médicaments qui est sans doute là où une des classes les plus prescrites dans le monde et qui est le plus responsable du fait de sa grande fréquence de prescription d'effets indésirables graves, et particulièrement digestifs. Donc c'est vrai que ça peut exposer, ces effets digestifs augmentent avec la dose. Plus on prend des doses élevées, plus on a de risques, mais il peut y avoir des hémorragies digestives importantes. Donc l'idée, ça c'est des éléments qui ont été très bien étudiés, c'est que plus on avance en âge, notamment à partir de 50 ans, ou si on a eu des antécédents d'ulcères à l'estomac, ou si on prend des antiagrégants ou des anticoagulants, il faut être extrêmement prudent avec l'usage de ces médicaments parce qu'on est plus à risque d'avoir des effets indésirables digestifs graves. La plupart des patients, et c'est tant mieux, j'allais dire c'est un signe d'alerte intéressant, utile, décrivent des gastralgies, des brûlures d'estomac et spontanément vont limiter avec l'âge leur consommation parce qu'ils les tolèrent plutôt bien quand ils ont 20-30 ans et beaucoup moins bien à 50-60 ans. Et puis alors, parce que plus on avance en âge, plus on peut avoir aussi des difficultés rénales, là, j'imagine. Est-ce que ça fait le ménage avec les reins, les anti-inflammatoires? Alors, pas forcément. Non, pas forcément. Alors tout à fait, si déjà on a une insuffisance rénale, certains de vos auditeurs ont une insuffisance rénale, alors il faut être extrêmement prudent, ça dépend du niveau d'insuffisance rénale. Il y a, à partir d'un certain niveau d'insuffisance rénale, il n'est pas question de prendre des anti-inflammatoires, mais c'est comme les effets indésirables digestifs, certains patients peuvent faire une insuffisance rénale aiguë, parce qu'ils ont d'autres facteurs, des prises de médicaments, notamment ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, qui, associés aux anti-inflammatoires, plus, notamment quand on est âgé, déshydratation, par exemple, quand il fait chaud, en période estivale, là, on a un risque d'insuffisance rénale aiguë. Et vous avez raison de souligner cet autre effet indésirable, parce que je pense que pratiquement tout le monde a entendu parler des effets digestifs des anti-inflammatoires, mais il y en a d'autres. Vous avez parlé des effets rénaux. Il y a aussi les risques d'allergie qui peuvent être importants. Enfin, il y a un certain nombre d'effets indésirables qu'il faut connaître et dont il faut se méfier. Mais néanmoins, les anti-inflammatoires rendent quand même de grands services à certains patients. Et l'idée, c'est quand il y en a besoin et qu'il y a des risques à les prendre, on va essayer de limiter ce risque. C'est la politique de réduction des risques. Par exemple, pour les patients qui ont plus de 50 ans, qui prennent un anti-inflammatoire, on va proposer un protecteur de l'estomac en plus pour limiter les risques de complications. D'accord. Alors, des effets indésirables, est-ce que pour autant il y a des traitements qui ont des effets désirables? Je pense notamment, parce que vous êtes un des meilleurs spécialistes là, de la question, sur les alternatives non médicamenteuses. Est-ce que, alors, parmi ces traitements non médicamenteux, quels sont ceux qu'on pourrait recommander pour ceux qui souffrent d'arthrose, d'arthrite? Alors, je trouve votre présentation de la question très bonne parce que, comme vous venez de le souligner, maintenant on est au stade de la recommandation. Jusqu'à il y a quelques années, certains pensaient que c'était des petits traitements comme ça qui avaient un intérêt modeste, alors que maintenant les recommandations européennes, internationales, pour le traitement à la fois de l'arthrose et de l'arthrite, disent que les traitements non médicamenteux sont des traitements essentiels et qu'il faut mettre en œuvre. Alors il y en a qui sont bon sens, c'est la perte de poids, parce que effectivement le surpoids, l'obésité augmente nettement le risque d'arthrose. Il y a l'éducation thérapeutique. Quand on a une arthrose du genou, la rééducation fonctionne. C'est des éléments qui sont très intéressants. Et pour ce qui concerne les traitements non médicamenteux, si on devait vraiment classifier ces interventions, grosso modo, il y a les interventions physiques, tout ce qui passe par le corps, et donc la rééducation est très importante à la fois dans l'arthrose et dans l'arthrite. L'idée étant que, et c'est le cas notamment dans la lombalgie, lié à l'arthrose, si vous avez une bonne qualité des muscles, vous allez protéger
vos articulations. Donc ça paraît un peu paradoxal, mais quelqu'un qui aurait une arthrose du genou ou de la hanche, on va lui conseiller de faire de l'activité physique, pas n'importe laquelle, pas n'importe comment, plutôt de l'activité, par exemple en piscine ou en vélo, où il y aura moins de charge sur l'articulation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'exercice physique est toujours bon dans la douleur chronique, où qu'elle se situe, pour des tas de raisons. Elle entretient les muscles qui protègent l'articulation, mais elle est bonne également pour le moral et pour le sommeil. Et tous ces éléments ont un impact très important sur les douleurs. Donc, dans ce chapeau des interventions physiques, il y a l'exercice qui est vraiment aux premières loges, et puis il y a des techniques qu'on peut apprendre, notamment ce qu'on appelle la neurostimulation transcutanée, qui est une technique relativement simple d'usage à condition d'apprendre à bien la pratiquer, et qui consiste à mettre des électrodes au pourtour de la zone douloureuse et grâce à un générateur de faire de stimuler en fait les fibres qu'on appelle du tact. C'est un peu le mécanisme que ferait une maman qui verrait son enfant tomber sur le genou, va lui frotter le genou. En faisant ça, elle active les fibres du tact qui elles-mêmes inhibent la douleur. En mettant ces électrodes, on va stimuler les fibres du tact et inhiber la douleur. Et ça, c'est très intéressant. D'abord parce que ça peut parfois donner très bons résultats, et aussi parce que le patient devient actif. Et c'est du même registre que l'exercice physique. Être actif vis-à-vis de ses douleurs, c'est déjà un élément fondamental. C'est de ne pas dire « j'attends tout d'un médicament, j'attends tout d'un kiné, j'attends tout d'un ostéopathe qui va faire ma place. C'est moi qui m'engage pour aller mieux ». Donc, évidemment, il y a plein d'autres interventions physiques, l'ostéopathie, l'acupuncture. Une question le chaud, le froid, est-ce qu'ils ont, puisqu'on parlait des traitements physiques, est-ce qu'ils ont leur place Absolument, donc je ne voulais pas tous vous les détailler, mais vous avez tout à fait raison, le chaud et les froids ont leur place. Et si je devais résumer, bien que ce soit assez dépendant des patients, donc il faut tester. On va dire que quand on a des contractures musculaires, chacun l'a expérimenté, si on a une lombalgie ou une douleur du cou et des trapèzes, dès qu'on a une contracture, le chaud va être intéressant à poser sur un muscle pour le décontracter. Et par contre, ceux qui ont une arthrite, une polyarthrite, savent que sur une articulation chaude, très douloureuse, le fait d'appliquer du froid va avoir un effet antalgique, diminuer les douleurs parfois de façon marquée. Et vous voyez bien qu'acheter une bouillotte, une petite poche qu'on met au micro-ondes pour faire du chaud, ou prendre des glaçons et les mettre sur son genou qui est rouge, c'est extrêmement simple, ça coûte pratiquement rien et ça peut être très efficace. De même, le froid sur les migraines peut être très intéressant, les migraineux le savent bien. Et la place de la cryothérapie, par exemple, est-ce que ça a sa place aujourd'hui dans ce type de douleur? Alors ça, c'est une excellente question. La cryothérapie, c'est le fait d'aller, certains le proposent dans des cabines avec des froids intenses et d'y rester quelques minutes. Alors c'est difficile de répondre de façon très claire à ce sujet, parce qu'en fait, les études disponibles sont pas toujours de grande qualité, et que justement, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, on ne peut pas du tout conclure. Donc ça ne veut pas dire que ça peut ne pas marcher. Moi, j'ai certains patients qui m'ont dit que ça avait eu un impact important sur leur douleur ou leur fatigue, mais en tout cas, pour ceux qui seraient tentés d'y aller, il faut faire bien attention, comme pour toutes ces interventions non médicamenteuses, sur qui propose le traitement, de quel diplôme il dispose, dans quel environnement il le fait, parce qu'on peut tout à fait avoir affaire à des gens qui n'y connaissent rien et qui essayent de gagner de l'argent sur le dos des patients douloureux. Alors, on a parlé là du corps au niveau des alternatives non médicamenteuses, mais finalement, en fait, les douleurs, elles arrivent au niveau de la tête, donc il y a les moyens un petit peu là pour réguler la douleur après avoir parlé du corps. C'est tout à fait ça. Donc le deuxième grand cadre que peuvent bien appréhender vos auditeurs, c'est ce qu'on appelle les approches psychocorporelles,
parce que, comme vous l'avez très justement dit, toutes les douleurs, même lorsqu'elles ne durent pas, on a tous vécu une douleur importante, ça a toujours une douleur importante, un impact sur les émotions, et quand elle dure, encore plus. Donc l'impact sur les émotions, ça va être l'anxiété, ça va être une altération du sommeil, ça va être des éléments dépressifs. Et malheureusement, il y a beaucoup de cercles vicieux dans la douleur chronique, c'est que plus on va être anxieux, plus on va être déprimé, et plus on aura mal, et plus on sera anxieux, et plus on sera déprimé. Donc la prise en charge des éléments psychologiques en lien avec la douleur est essentielle aussi pour avoir moins mal, mais plus largement pour aller mieux. Parce qu'aller mieux quand on a des douleurs chroniques, c'est pas juste avoir moins mal, c'est mieux dormir, c'est être moins triste, c'est d'avoir une vie sociale et professionnelle meilleure. Donc pour mieux gérer ces éléments psychologiques désagréables, on peut faire appel, et là encore on est dans l'ordre de la recommandation, c'est-à-dire que les recommandations de prise en charge d'un patient qui fait une dépression, qu'il soit douloureux ou pas, vont comprendre désormais des approches non médicamenteuses. Et on sait que d'associer les traitements médicamenteux, la psychothérapie et les approches non médicamenteuses potentialise chacun des traitements. C'est-à-dire que si je fais les trois, j'irais mieux que chacun pris séparément. Donc, les approches psychocorporelles, les auditeurs les connaissent bien. C'est la relaxation, c'est la sophrologie, c'est la méditation pleine conscience, c'est l'hypnose. Les approches en thérapie cognitivo-comportementale, c'est un petit peu dans ce chapeau-là, bien qu'on considère que les psychothérapies sont un chapeau à part entière. C'est comme la chirurgie, c'est pas des médicaments, mais on peut pas vraiment le mettre dans le sac des thérapeutiques non médicamenteuses telles que celles dont je parle, parce qu'elles sont trop importantes pour être rangées dans un chapeau générique. Donc, du coup, toutes ces approches, relaxation, méditation, sophrologie, hypnose, elles ont été évaluées dans l'arthrose, elles ont été évaluées dans l'arthrite, dans la polyarthrite notamment, avec des séries de patients maintenant importantes, et on sait que, si je devais le faire à grosse large, ça peut avoir un impact sur l'anxiété, sur la dépression, sur les cognitions aussi, sur les facultés cognitives, c'est-à-dire beaucoup de patients douloureux disent qu'ils perçoivent des troubles de l'attention, de la mémoire, ça peut avoir un impact sur ces éléments-là. Et je redis ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire que peut-être même plus encore pour ces approches-là, à orientation psychothérapique, il faut faire très attention de qui est le praticien qui va vous apprendre, de quel diplôme il dispose, dans quel environnement il fait cette pratique et pour quelle indication. Parce que, si je prends l'exemple de l'hypnose ou de la sophrologie, elles peuvent être faites d'hypnose par un psychiatre qui est un médecin qui a fait 10 ans d'études, 6 ans d'études de médecine et 4 ans d'internat de psychiatrie et qui a fait une formation avec un diplôme universitaire d'hypnose, mais elle peut être faite aussi par n'importe qui a une formation très courte et qui est non reconnue par l'État. Et aujourd'hui, même si je sais que c'est un sujet que vous souhaitez aborder tout à l'heure, c'est pas régulé par l'État. Donc n'importe qui peut dire qu'il fait de l'hypnose ou de la sophrologie, et évidemment il n'aura pas forcément les compétences pour accompagner un patient en souffrance. Parce que toutes les techniques là, qu'on vient d'aborder, que ce soit les techniques corporelles et psychocorporelles, finalement, il y en a beaucoup qui ne sont pas remboursées. Je me fais un petit peu là, l'interprète des patients. Il y en a beaucoup qui disent bah oui, mais si ce n'est pas remboursé, c'est que ce n'est pas efficace. Alors, bon, qu'est-ce qu'on répond à ce type d'argument ? Alors, je dirais, c'est pas exact, parce que, par exemple, si on reprend les règles de base dont on a parlé tout à l'heure, l'exercice qui est le traitement non médicamenteux numéro 1, il n'est pas remboursé. Et vous savez que l'activité physique adaptée, qui est un élément essentiel, par exemple, chez le patient en Belgique, l'activité physique adaptée, elle est prise en charge par la sécurité sociale que dans un cadre extrêmement strict, et pour l'instant, elle n'est pas remboursée.
Et pourtant, c'est extrêmement utile et tout à fait efficace. Donc, il n'y a pas de corrélation entre efficacité et remboursement. C'est simplement parce que je pense que, notamment en France, c'est moins le cas dans les pays de l'Est de l'Europe, l'Allemagne, la Suisse, les pays scandinaves, mais aussi les États-Unis, le Canada. Il y a une tradition de prescription médicamenteuse. Vous le savez avec les psychotropes, on est les champions du monde de la prescription des psychotropes. Et c'est pas le cas de nos voisins. Et donc, il y a une culture de la prescription médicamenteuse sur laquelle petit à petit on avance. C'est-à-dire que les médicaments, c'est bien. C'est très utile, mais il faut savoir aussi ne pas en prescrire trop, et ça je crois que vos auditeurs le savent et sont demandeurs. Il faut savoir aussi parfois déprescrire, quand il y a des médicaments qui sont pris trop longtemps, à des doses trop élevées, on le sait avec la crise des opioïdes dont vos auditeurs ont entendu parler, 70 000 morts par an aux États-Unis, eh bien enlever les opioïdes, c'est un grand service à prendre de la morphine pendant des années quand on a des douleurs chroniques. On sait maintenant que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise réponse à apporter à un vrai problème qui est celui de la douleur chronique. Et donc, on va être conduit à déprescrire. Donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas remboursés ? Parce qu'il y a, cette culture de prescription du médicament, et deux, parce que, et c'est là où votre suggestion était quand même exacte, parce qu'il n'y a pas assez de travaux scientifiques de bonne qualité sur ces thérapeutiques non médicamenteuses. Il y en a, mais il n'y en a pas encore assez, pour une raison très simple, c'est que quand vous produisez ou commercialisez un médicament, le laboratoire peut être extrêmement riche et puissant et mettre beaucoup d'argent sur la table pour développer ces médicaments, mais quand vous voulez faire un protocole sur l'hypnose dans l'arthrose, vous n'aurez aucun laboratoire pour vous accompagner, au contraire. Donc, moi, je suis partisan, comme un certain nombre de collègues, pour qu'il y ait des fonds de recherche d'État pour évaluer de façon satisfaisante ces thérapeutiques, pour sortir du débat pour ou contre qu'il y a trop souvent en France. Sans compter aussi qu'il y a des aspects méthodologiques, parce que ce qui fait aujourd'hui la reconnaissance d'un traitement, c'est le fait qu'il ait pu être évalué contre placebo, un petit peu la religion du randomisé en double aveugle. Alors comment on fait justement pour ces traitements, si on veut qu'ils soient reconnus au niveau de leur efficacité, quand on n'a pas accès à ce Graal du randomisé en double aveugle? Alors juste une petite parenthèse là pour nos auditeurs, c'est que avec les médicaments, on peut faire un vrai médicament, un faux médicament qui n'a pas de principe actif, et puis on permet de neutraliser cet effet placebo. Alors, cet effet placebo, on ne peut pas le neutraliser avec les traitements non médicamenteux. Alors, comment vous procédez en général? Et je sais que vous êtes un des pionniers dans le domaine, là, pour pouvoir apporter des preuves quand on n'a pas accès à ce fameux randomisé en double aveugle. Alors, question évidemment passionnante et difficile. Alors, si on prend un exemple comme l'ostéopathie, il va de soi qu'on ne peut pas faire un double aveugle. Un double aveugle, ça veut dire que le médecin, si on parle de l'ostéopathie médicale pratiquée par un médecin, ça voudrait dire que le médecin qui pratique l'ostéopathie ne serait pas au courant qu'il pratique de l'ostéopathie, que le patient non plus. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, on peut faire une manipulation qui n'est pas de l'ostéopathie. Ou alors, si on prend l'exemple de l'acupuncture, on va appeler ça chamacupuncture, c'est-à-dire qu'on va prendre un groupe de patients qui ont de la vraie acupuncture, et à côté de ça, on va faire un autre groupe de patients. Ça ressemble à de l'acupuncture, mais c'est pas de l'acupuncture. C'est-à-dire que c'est des aiguilles qui ne s'enfoncent pas, par exemple, dans les méridiens, ou qui ne s'enfoncent pas dans la peau. C'est-à-dire que c'est des aiguilles rétractables, et donc le patient croit qu'on fait l'acupuncture alors que ce n'en est pas. Si je prends un autre exemple que vous connaissez très bien, Marc, qui est celui de la stimulation magnétique transcrânienne, qui consiste avec une bobine à stimuler certaines zones, une bobine, un champ magnétique, stimuler certaines zones du cerveau, dans la dépression ou dans la douleur chronique, eh bien, on peut utiliser des bobines qui permettent quand même de faire un double aveugle. C'est-à-dire que le médecin, à supposer qu'il soit aidé par un opérateur qui a réglé la bobine en amont, ne sait pas si la bobine est réglée en mode actif
ou en mode qu'on appelle sham, c'est-à-dire placebo, c'est-à-dire que ni le patient ni le médecin ne savent comment la bobine fonctionne, et la bobine est programmée par quelqu'un d'extérieur donc c'est possible de faire des études en double aveugle contre technique placebo. Alors vous avez raison, c'est pas la seule optique. Alors déjà, le Graal, comme vous dites, de laisser randomiser, contrôler, c'est un Graal dans les médicaments, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais on sait par exemple que dans les approches non médicamenteuses, il y a d'autres façons d'évaluer l'intérêt de ces prises en charge. On a au moins deux, on a plusieurs, mais on a au moins deux que je peux détailler puisqu'ils ne sont pas très difficiles à comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle la recherche qualitative qui se développe pas simplement pour cette histoire de thérapeutique non médicamenteuse, qui consiste à évaluer le vécu et les représentations du patient. Je vous donne un exemple. Si on veut évaluer l'efficacité de l'acupuncture pendant l'accouchement, si on fait une étude habituelle, on va mettre les aiguilles et puis on va évaluer la douleur pendant l'accouchement dans un groupe qui a de la vraie acupuncture, l'autre pas. Mais on peut aussi tout simplement interroger les patientes en face à face après pour leur demander comment elles ont vécu cette expérience de l'acupuncture. Est-ce que ça les a aidées? Est-ce qu'elles redemanderaient de l'acupuncture si on leur proposait? Est-ce qu'elles conseilleraient à une amie d'accoucher sous acupuncture? Et donc c'est pas antinomique, c'est deux recherches qui sont utiles, qui sont souvent complémentaires, et dès lors qu'on s'occupe de symptômes chroniques comme la douleur chronique, c'est très intéressant d'associer les deux parce qu'ils n'évaluent pas exactement les mêmes aspects, la recherche quantitative et qualitative. Et puis un autre élément sur lequel on se penche beaucoup, c'est les études en vie réelle. C'est-à-dire que si je prends une population de Long-Belgique, je peux, dans la vraie vie, regarder ce que sont devenus les Long-Belgiques parmi ceux, plusieurs milliers de patients Long-Belgiques qui ont eu des soins habituels, des soins courants, puis une autre population de Long-Belgique qui aurait recours à l'acupuncture ou à l'hypnose ou une approche non médicamenteuse, et voir ce qu'ils deviennent en termes de douleur, ce qu'ils deviennent en termes d'activité professionnelle, ce qu'ils deviennent en termes de consommation de médicaments, d'examens complémentaires. Voilà, donc ça c'est des éléments qu'on discute avec les autorités de santé parce que vous avez raison de dire que beaucoup de gens croient que le Graal, c'est les essais randomisés contrôlés. Mais déjà, ceux qui disent ça sont pas toujours de bonne foi, parce que si on prend l'exemple de l'acupuncture, il y a beaucoup d'essais randomisés contrôlés dans l'acupuncture. Leurs résultats sont variables, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a des centaines. Donc, parfois, les positions sont un peu dogmatiques en disant il n'y a pas de preuves, etc., alors que la réalité est différente. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut bien garder en tête, parce que, encore une fois, c'est un débat très franco-français. Nos concitoyens européens n'ont pas forcément cette approche-là. C'est que, si on regarde du côté des prescriptions médicamenteuses, on considère qu'à peu près 40% des prescriptions médicamenteuses faites en médecine générale de ville ne reposent pas sur des preuves scientifiques de niveau élevé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prescrit des médicaments que pour autant ça repose sur des preuves inébranlables. Donc vous voyez, c'est tout ça pour dire que moi je suis ni pour ni contre, je suis pour qu'on propose une prise en charge adaptée, recommandée, plurielle, en sachant qu'il y a certains éléments, on en a parlé tout à l'heure, la perte de poids, l'activité physique, la régulation du sommeil, qui sont simples à comprendre, parfois difficiles à mettre en œuvre. Vous savez comme moi que perdre du poids, c'est pas si simple, mais qui coûte pas grand-chose. Aller marcher toujours, ça coûte rien, mais pourtant ça peut avoir des effets très importants sur la santé. Alors la question un petit peu, on va conclure sur la question de l'accès de ces techniques, du remboursement, des perspectives. Là, je sais que c'est un de vos combats aujourd'hui avec tout un groupe là pour finalement légitimer et puis faire en sorte qu'il y ait un meilleur accès et notamment par un remboursement. Où est-ce qu'on est? On a des raisons d'être optimiste, professeur Renizard?
Alors, optimiste, l'avenir le dira. Ce qui est certain, c'est que la ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale des professions de santé, qui est elle-même pharmacienne, Agnès Firmin-Lebaudot, a mis en place avec la Direction générale de la santé en juin 2023 un comité ministériel d'appui à l'encadrement de ce qu'ils appellent encore aujourd'hui les pratiques de soins non conventionnels, terminologie qu'on va abandonner. Et c'est un groupe qui est intéressant parce qu'il est assez équilibré, il comprend des représentants de l'INSERM, de la Haute Autorité de Santé, du groupe Unicancer, de la Ligue contre le cancer, d'associations de patients, le Collège universitaire de médecine intégrative et thérapie complémentaire que je représente, le collectif NoFECMed et les ordres, médecins, sages-femmes, dentistes, kinés, infirmiers. Et l'idée, c'est d'avancer dans 3 directions qui me paraissent vraiment très intéressantes, avec une incitation forte de la ministre à ce qu'on produise dès le premier semestre 2024 des propositions. Première proposition, établir une cartographie des pratiques parce qu'on ne sait pas très bien ce qui est fait, où et comment. Et avancer sur la question de la recherche et comment on peut aider cette recherche pour faire avancer ce schmilblick-là. Deuxième élément, il a trait à la formation. Parce que en fait, les formations, on a pris l'exemple de l'hypnose. Vous pouvez avoir une formation de un jour sur Internet, vous pouvez avoir un diplôme universitaire d'un an, d'une centaine d'heures. Donc, vous voyez, elles sont très hétérogènes. Donc, il faut universitariser ces pratiques, que l'État ait un droit de regard sur le contenu de ces formations. Et moi, comme un certain nombre de collègues, je sais que c'est pas une position qui est adoptée par tous, mais je suis convaincu que, à l'exemple de la Suisse ou de l'Allemagne, que chaque praticien, je parle pas des professions de santé, professions de santé, c'est plus légitime. Mais ceux qui ne sont pas des professionnels de santé, il y a des anciens commerciaux, journalistes qui décident de devenir sophrologues, et bien que ces personnes-là aient un socle de formation garanti par l'État, parce qu'ils prennent en charge des patients. Que quand on fait du bien-être, si vous voulez faire un massage shiatsu, que vous payez 50 €, ça vous regarde, mais si vous êtes malade et vulnérable, alors là, ça regarde le collectif. Donc, premier élément, cartographie des pratiques, avancer sur la recherche. Deuxième élément, travailler à un socle de formation minimum et à l'universitarisation de ces pratiques. Et troisième élément, c'est celui que vous avez indiqué qui est absolument essentiel, c'est d'essayer de répondre à cette question de l'inégalité de recours aux soins, parce que comme vous l'avez très justement dit, la plupart de ces thérapeutiques ne sont pas remboursées ou remboursées partiellement. Certaines mutuelles qui ont senti le vent tourner et qui savent que les Français ont le souhait de bénéficier de cette pratique pour bon nombre d'entre eux. 40% des Français ont eu recours à une thérapie complémentaire l'année écoulée, c'est beaucoup. Eh bien, du coup, sur le modèle, de très bon modèle des soins de support en cancérologie ou dans le cadre du cancer et de l'après-cancer, certains soins de médecine complémentaire sont remboursés, on puisse élaborer avec ce comité des propositions pour que certaines indications, certains pratiqués par des professionnels avec un diplôme reconnu puissent être remboursés. C'est ce qui s'est passé avec le dispositif Mon Psy, c'est-à-dire que plusieurs séances avec un psychologue qui auparavant n'étaient pas remboursées, maintenant peuvent l'être quand vous avez des douleurs chroniques. Donc c'est des pistes intéressantes. La ministre nous a demandé de produire dès le premier semestre 2024, et vous devriez en entendre parler, des recommandations à l'usage du citoyen pour être alerté sur les risques de dérive auprès de certains praticiens, donc c'est ce qu'on appelle un dérivomètre, des risques d'alerte, mais se préoccuper des risques, c'est bien, mais il faut aussi essayer de faire en sorte que les bénéfices de cette thérapeutique soient mieux mis en avant par des professionnels mieux formés, et je pense que ça, c'est une dimension des travaux de ce comité vraiment intéressante. Je suis assez confiant pour cette suite. Professeur Lizard, un grand merci pour ce tour d'horizon sur les thérapies non médicamenteuses et en particulier dans leur application dans les maladies rhumatismales. Un grand merci. Merci beaucoup à vous.